Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons démarrer cette table ronde en plénière, donc avec le sujet de l'industrie électronique et en posant une question vers une Europe souveraine. Donc comme vous le savez, dans cette sortie dans ce contexte de sortie de crise sanitaire, en tout cas on espère qu'on en voit le bout aujourd'hui, l'heure est à l'indépendance industrielle et notamment et tout particulièrement dans les composants électroniques. Cette filière est transversale et pour l'ensemble de notre économie et notamment doit nous aider à réussir notre transition énergétique et environnementale. Un plan ambitieux est à l'étude au niveau européen qui va de la conception de puces jusqu'à leur production et leur intégration dans les systèmes, donc sur un champ large. Nous allons ensemble, avec les participants à cette table ronde, essayer de répondre à un certain nombre de questions. Donc tout d'abord, quels sont les enjeux portés par cette question de la souveraineté européenne? Quelles seraient les actions à conduire et pour quels impacts? Et on abordera aussi en conclusion un sujet qui touche beaucoup d'entreprises, qui est celui de la pénurie de composants électroniques pour lier un certain nombre de causes. Donc je suis très heureux, nous sommes très heureux d'accueillir sur cette table ronde donc Madame Frédérique Legreves, qui est vice-président exécutif Affaires publiques France ST Microelectronics et président directeur général de ST Microelectronics France. Monsieur Jean-Philippe Bourgoin, qui est directeur adjoint de la recherche technologique du CEA. Monsieur Johan Dupré, qui est managing director de Minta. Et monsieur Jérôme Laplace, donc CEO de 3 sociétés, donc Génération Robot, Yuma Robotics et Running Brains. Je me présente également, je m'appelle donc Jean-Philippe Malissé, je suis le directeur de Captronic, qui est une structure qui accompagne les PME dans l'intégration d'électronique et de logiciels embarqués, aussi bien dans leurs produits que dans leur process de production. Et nous allons accueillir dans quelques instants Thomas Courbe, qui est directeur général des entreprises depuis juillet 2018 et qui va intervenir en visio, en distanciel depuis Paris. Donc Thomas Courbe dirige la direction générale des entreprises, donc sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de la relance. C'est la DGE, donc direction générale des entreprises, qui conçoit et met en œuvre les politiques publiques concourant donc à la compétitivité et à la croissance des entreprises, donc qui portent à la fois des missions sectorielles, donc de politique industrielle, régulation du numérique, déploiement des infrastructures, politique de soutien à l'artisanat, au commerce, aux services et au tourisme, également des missions transverses, donc tout ce qui est simplification réglementaire, politique d'innovation, et relative à la transformation numérique de l'économie. La DGE a été particulièrement mobilisée dans la conception et la mise en œuvre du volet industriel du plan France Relance, qui comprend, entre autres, des soutiens pour favoriser les investissements industriels de la filière électronique. La DGE pilote également de nombreux chantiers de transformation structurants pour l'économie française, régulation des plateformes, 5G, cloud, stratégie d'accélération hydrogène par exemple. Elle pilote également la stratégie électronique et les actions que déploie l'État afin de renforcer notre souveraineté. Monsieur Courbe, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous laissons la parole. Merci, bonjour à tous et je vous remercie de m'avoir proposé d'intervenir en ouverture de cette table ronde. D'abord pour dire qu'évidemment la filière électronique a une importance majeure dans l'économie mondiale, française, européenne et c'est finalement de notre point de vue l'un des importants relais de croissance pour l'économie mondiale et l'économie européenne. D'une part en raison de la diffusion très rapide des systèmes électroniques, de leur valeur croissante dans l'ensemble des chaînes de valeur industrielles et puis plus globalement en raison de la croissance de l'économie numérique. Donc on a dans cette économie en forte croissance très stratégique une Europe qui produit à peu près 10% de la production mondiale, donc un niveau très limité et une situation de dépendance critique sur laquelle on pourra revenir avec à la fois l'enjeu pour l'Europe de pouvoir faire bénéficier à ces chaînes de valeur des innovations apportées par l'électronique. Et puis, on y reviendra suite à cette crise, à pouvoir sécuriser également ces approvisionnements dans ce domaine. On sait que c'est l'une des industries sans doute les plus internationalisées. Aucun ensemble régional n'est vraiment souverain ou autonome, puisque c'est un peu le thème de cette table ronde. Mais clairement,
l'Asie, d'une part, la zone Asie orientale et d'autre part les États-Unis ont quand même un degré d'autonomie qui est très supérieur à l'Europe, et donc il y a un enjeu pour nous très clair de rééquilibrage. Alors la crise de la Covid a évidemment montré nos faiblesses et la nécessité de renforcer notre résilience dans ce domaine. On a vu d'abord les alertes dans le secteur automobile qui se sont étendues maintenant à de très nombreux secteurs, la santé, les cartes bancaires. On a, côté État, mis en place cet été une cellule de crise qui va essayer d'apporter une première réponse la plus immédiate possible à ce sujet des pénuries à très court terme. On a confié cette cellule de crise à la filière électronique, dont certains des participants à la table ronde sont des membres éminents, et en travaillant avec l'ensemble des filières aval les plus concernées pour, de manière très concrète, déjà partager un diagnostic chiffré de la situation en essayant d'identifier les éléments relatifs au délai de livraison, aux augmentations de prix, au volume, de travailler entre la filière électronique et les filières applicatives sur des solutions pour d'abord clarifier leurs besoins, clarifier leurs priorités, et puis ensuite éventuellement mettre en œuvre des solutions pour faire face à ces pénuries, avec des idées concrètes du type des solutions de reconception pour faire basculer les filières aval à chaque fois que c'est possible sur des composants qui sont plus accessibles, ou simplement par, et on a conscience du fait que ça pose des questions de secret commercial, mais autant que possible une visibilité sur les stocks, sur les niveaux de commande, pour essayer d'éviter en tout cas les situations contre-productives de stocks exagérés, ou pour préserver les sous-traitants, d'éviter des situations de pénalités trop fortes sur les sous-traitants qui ne parviendraient pas, en raison de ces pénuries, à assumer leurs contrats dans les délais prévus. Donc, c'est évidemment des solutions de court terme. Il n'y a pas de solution parfaite face à ces pénuries, mais on espère que cette gestion de crise collective permettra de faire émerger, entre la filière électronique et l'ensemble de ces filières clientes, une forme de responsabilité collective pour essayer de gérer au mieux cette situation à très court terme. Ensuite, on voit bien que le sujet, il est de moyen terme et de long terme, et c'est ce sujet de la souveraineté, de l'autonomie de l'Europe dans ces domaines. Vous avez vu que l'Union européenne avait construit une feuille de route ambitieuse, avait affiché l'objectif en 2030 de passer de 10 à 20% de la production mondiale réalisée en Europe. C'est un objectif très ambitieux, mais que nous partageons. Et on voit qu'on a des atouts en Europe, deux types d'atouts en Europe et particulièrement en France. Le premier, c'est que, j'espère que les participants à la table ronde partageront ce constat, c'est que les produits électroniques qui sont le plus en pénurie sont pour beaucoup des produits dont la technologie sous-jacente est maîtrisée en Europe. Et donc, et j'y viendrai, c'est de notre point de vue un élément qui va nous permettre de crédibiliser notre objectif de relocalisation qu'on a déjà engagé dans le cadre du plan de relance. C'est la production de circuits imprimés, l'assemblage de cartes, production de certains consommables ou de composants électroniques passifs. Et puis le deuxième élément, c'est que au-delà de l'enjeu de résilience, on a un enjeu, comme je disais, de mettre à disposition des industries européennes les innovations produites par l'électronique. Et là, on a également, en Europe et particulièrement en France, un écosystème de R&D au meilleur niveau. Il faut faire des choix sur les sujets sur lesquels on veut se positionner, mais on a un substrat de capacité de R&D très forte sur laquelle on veut construire, et qui crédibilise cette politique à la fois de résilience et de maîtrise de l'innovation. Donc, on se situe au niveau de l'État dans la continuité de soutien. Vous savez qu'on a, avec le plan Nano 2022 qui est en cours de mise en œuvre, c'était le 4e plan quinquennal de nanoélectronique. Donc, je crois que l'État, avec la filière, avait anticipé depuis longtemps le caractère stratégique de cette filière en apportant des soutiens importants. On a là 5 milliards de travaux d'investissement industriel qui sont soutenus par l'État dans le cadre de ce plan Nano. Et on a plus récemment, dans le cadre du plan de relance, à partir de septembre 2020, essayé d'apporter une première réponse à cet enjeu de résilience, donc qu'on propose de traiter, au-delà des mesures de court terme que j'ai évoquées, par de la relocalisation. Et dans le cadre du plan de relance, très concrètement, on a financé
plus de 60 projets de relocalisation de produits donc souvent matures, mais qui sont en pénurie actuellement ou dont on estime qu'ils vont l'être pour plusieurs années. Ça fait environ 120 millions d'euros de soutien public pour plus de 350 millions d'euros d'investissement productif pour relocaliser des productions de fabrication de substrats de semi-conducteurs, de composants micro-nano-électroniques, aussi de services de conception et d'assemblage électronique en sous-traitance. Et donc, on a une première étape qu'on a réalisée dans le cadre du plan de relance pour très concrètement augmenter notre capacité de production des produits qui nous semblent les plus critiques pour les prochaines années en France. D'autres pays l'ont fait aussi en Europe. Et finalement, on a devant nous, au-delà de ces deux grandes actions, le plan Nano, ce qu'on a fait dans le cadre du plan de relance, à accélérer notre stratégie française et européenne sur l'électronique, avec deux grands principes directeurs. Le premier, c'est, je l'évoquais, le principe de différenciation et donc la volonté de se positionner sur des segments à haute valeur ajoutée sur lesquels on pense que nos acteurs peuvent être des leaders. Et puis la deuxième, c'est le soutien à l'industrialisation et donc concrétiser, peut-être plus qu'on l'a fait dans le passé, le soutien à la R&D dans des projets industriels et dans le financement de l'industrialisation de ces projets. Et ça, cette nouvelle étape de la stratégie, elle va s'incarner dans un PIEC, donc ces nouveaux outils européens qui permettent de financer la R&D et l'industrialisation de chaînes de valeur sur des produits innovants. On espère avancer avec l'Union européenne et les États membres sur ce PIEC d'ici la fin de l'année pour avoir la validation des premiers projets, soit en fin d'année ou en tout début d'année prochaine. Et on veut donc à la fois sélectionner des thèmes, des marchés ou des segments de marché sur lesquels on pense qu'on a des écosystèmes très performants. On a identifié le calcul embarqué basse consommation, notamment pour les applications liées à l'IA embarquée, l'électronique de puissance, qui est évidemment de notre point de vue un enjeu majeur pour la transformation, l'électrification de l'économie, en particulier l'électrification de l'automobile. On a beaucoup, dans le cadre du PIEC, de projets très prometteurs associant les industriels de l'électronique avec des constructeurs ou des grands équipementiers sur l'électronique de puissance. Les technologies de communication aussi, qui rejoignent un autre enjeu de souveraineté qui est la souveraineté sur les grands réseaux de télécommunications. Et donc, c'est quelques priorités sur lesquelles on veut concentrer nos efforts dans le cadre du PIEC pour préparer l'avenir et préparer jusqu'à donc le financement des usines, très concrètement, les capacités de production des produits futurs. Donc, à la fois un effort de court terme sur les productions des produits matures pour augmenter notre résilience, et puis préparer l'avenir sur les marchés futurs au travers de ce PIEC et de cette stratégie européenne. Donc voilà, dans les 10 minutes qui m'étaient imparties, quelques mots de notre stratégie, de ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire avec l'ensemble des acteurs d'ailleurs qui sont dans cette table ronde et avec laquelle nous travaillons activement. Monsieur Thomas Combes, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis on va échanger sur ces éléments. Madame Le Grévès, ce que je vous propose, c'est d'abord débuter par la présentation de chacune des activités des quatre intervenants. Donc, Madame Le Grévès, est-ce que vous pourriez nous présenter les activités de ST Microelectronics en France et à l'international? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de faire partie de cette table ronde et je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter ST Microelectronics parce que même si, comme M. Courbe l'a suggéré, nous faisons partie des grands acteurs, bien souvent, on connaît peu ST. C'est-à-dire que les gens connaissent le nom, mais on ne sait pas forcément tout ce que l'on peut faire. Donc ST est vraiment une entreprise globale, comme vous pouvez le voir sur la carte, mais on y reviendra dans quelques minutes. C'est pas grave, on peut rester sur la première. Voilà. Donc on fait partie des grands fabricants de semi-conducteurs au monde. On est à peu près dans le top 12 dans le monde, comme vous le savez, où il y a des grands acteurs à la fois américains, européens et asiatiques, et dans le top 3 sur l'Europe. Quelque chose qui nous différencie énormément par rapport
rapport à nos concurrents, c'est qu'on est des créateurs, c'est-à-dire qu'on développe, et beaucoup en partenariat avec le CEA Leti, on en parlera, je suis sûre, dans quelques minutes, et on fabrique. Donc nous ne sommes pas des fablesses. On s'est battu dans les années 2010 pour garder nos usines, et nos usines en France et en Europe. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous différencie aujourd'hui, de pouvoir à la fois développer, créer et fabriquer nos technologies. Donc quelques chiffres, on est à peu près à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. On va faire un peu plus de 12,5 cette année. Donc vous voyez, la progression est énorme. 46 000 employés dans le monde, dont 8 000 en R&D. En France, j'y reviendrai, on est à peu près à 11 000 collaborateurs, un peu plus de 6 000 en production et 3 000 ingénieurs et techniciens. Énormément de bureaux de vente, à peu près 100 000 clients. Comme vous savez, on est une industrie extrêmement complexe avec des clients, des distributeurs et 11 sites de production. Donc sur notre présence mondiale, comme je le disais, vraiment présent partout dans le monde, et on peut passer même à la slide suivante pour faire un petit point un peu plus spécifique sur l'Europe. Donc en Europe, on a 5 sites de production. J'imagine que dans l'audience, vous êtes tous familiers avec ce qu'on appelle le front-end et le back-end. Donc le front-end, c'est là où on fait nos plaquettes, la gravure des wafers, des plaques de silicium, et donc dans le back-end, on fait l'assemblage. Donc on a dans la grande Europe, Afrique, deux usines, donc back-end Maroc et Malte, et les autres sont principalement localisées en France et en Italie. Et là, on est bientôt une 6e usine à Agrate. On a déjà une usine, on fait une nouvelle usine pour des plaquettes en 300 mm. Alors sur la France, on a 8 sites de production. Et vous voyez, on est à peu près répartis sur toute la France du nord au sud. Et là, on n'a pas mis sur la carte certains de nos sites d'acquisition récente, comme Hexagan, qui est basé à Grenoble et à Toulouse, ou Cartesiam. Je vous invite à passer sur notre stand si vous voulez en savoir un peu plus sur l'intelligence artificielle. Et donc, eux sont basés principalement à Toulon. Donc, je voulais juste rebondir sur ce que disait Thomas Courbe il y a quelques instants. On investit énormément dans nos sites en France. Et ça, c'est important, parce que on en parlera après, c'est ce qui nous permet aussi de répondre à la pénurie. Donc, Crolles, qui est notre plus grosse usine de semi-conducteurs en Europe, on a investi depuis 2018 sur du 300 mm. Cette usine est maintenant complètement opérationnelle, et donc aujourd'hui, on construit un nouveau modèle d'extension qui sera inauguré, j'espère, en tout début d'année. Et ainsi, Crolles va multiplier sa capacité de production par 3. Si je repars en 2016, on faisait à peu près 3300 wafers par semaine, et l'année prochaine, on en fera 10 000. En 2021, on a également augmenté nos capacités de production à Rennes avec une nouvelle salle blanche et avec des nouveaux équipements. On a installé aussi de nouvelles capacités de test à Rousset, et on inaugurera très prochainement une ligne pilote à Tours pour le GaN, qui est aussi une technologie particulièrement intéressante. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur la Merci première beaucoup. question. C'était important qu'on ait une bonne vision, effectivement, à la fois de votre activité internationale et en France et en Europe. Jean-Philippe Bourgoin, je vous laisse nous présenter les activités du CEA et surtout de ces 3 instituts, donc le LETI, le LIST et le LITEN. Oui, merci. Alors, excusez-moi. On n'est pas encore arrivé au CEA, voilà. On n'est pas loin, effectivement, et on travaille activement avec ST Microelectronics depuis de nombreuses années. Donc, au sein du CEA, la direction de la recherche technologique, que vous connaissez peut-être sous le nom de CEA Tech, ça représente une des 4 directions opérationnelles du CEA. C'est environ 4500 personnes. Et il y a 3 chiffres assez simples pour nous. C'est d'abord 600 partenaires industriels avec lesquels on a le plaisir de travailler. C'est 600 personnes et c'est à peu près 600 millions d'euros de budget pour fixer les idées. Et donc une organisation en
3 instituts de recherche technologique et puis un institut de diffusion technologique qui est implanté dans les différentes régions et qui, comme son nom l'indique, a pour mission de diffuser les technologies qui sont développées au sein des instituts de recherche technologique. Alors ceci, je pense que vous connaissez le LETI à Grenoble sur les micro- et nanotechnologies. Donc c'est à peu près 300 millions d'euros, un peu plus de 2000 personnes au travail. Et puis des infrastructures technologiques qui ont été développées particulièrement dans les dernières années et grâce aux plans nationaux pour être compatibles avec celles de nos partenaires industriels et notamment ST Microelectronics. Et par exemple, certains lots de R&D peuvent débuter sur nos installations, être traités sur les installations de Crolles et puis terminer chez nous autrement, ce qui en fait permet d'avoir une efficacité d'échange et de transfert qui, je crois, a contribué à stabiliser un certain nombre d'innovations que nous avons développées donc, avec ST Microelectronics. Donc le LETI travaille sur un certain nombre de technologies, les composants, les technologies silicium évidemment, un gros volet optique photonique et imageur avec des sociétés comme Aledia par exemple pour donner une idée ou comme l'INRED. Dans le domaine des systèmes électroniques, des microcomposants, une grosse activité sur les capteurs, et puis les microtechnologies pour la santé, et enfin un gros volet sur l'électronique de puissance qui justement monte en puissance en ce moment, et c'est une vraie chance, je pense, pour le futur. Un travail en projection sur les technologies quantiques et puis une tradition sur la cybersécurité. Et ce travail est particulièrement partagé avec le LIST. Alors le LIST, c'est essentiellement à Saclay, sauf pour les équipes de conception de circuits qui sont à Grenoble. Le LIST, c'est environ 100 millions d'euros, à peu près 1000 personnes, et donc qui travaille quant à lui sur les systèmes numériques, donc sur l'intégration des technologies et des composants, avec comme domaine le calcul et systèmes distribués et communicants, l'électronique pour l'intelligence artificielle embarquée et responsable, la robotique et l'usine du futur, l'ingénierie dirigée par les modèles, et puis tout un volant historique du CEA sur l'instrumentation numérique. Et puis le troisième institut est un institut qui, lui, est sur les technologies des énergies nouvelles et des nanomatériaux, c'est le LITEN, qui est basé à Grenoble et Chambéry, qui représente à peu près 150 millions d'euros, un peu plus de 1000 personnes, et qui, lui, a 4 axes de travail. Nouveaux matériaux, le photovoltaïque, où nous utilisons essentiellement des technologies qui sont issues de la microélectronique, et puis hydrogène et batterie, et enfin un travail sur les réseaux électriques. Voilà ce que je pouvais dire en termes de présentation. Merci beaucoup. Monsieur Johan Dupré, donc Managing Director de Minta, est-ce que vous pourriez également nous présenter vos activités, et puis surtout notamment les IFPGA, qui sont un peu votre spécialité, Johan? Avec grand plaisir. Tout d'abord, je tiens également à vous remercier de l'opportunité à Minta de se présenter au sein de cette table ronde, ma foi, assez impressionnante pour une entreprise like Minta. Donc, Minta, nous sommes un acteur du semi-conducteur. On fournit ce qu'on appelle des blocs de propriété intellectuelle, et de la même manière que les grandes entreprises que sont ARM, Seva ou Imagination. Ces blocs de propriété intellectuelle, en réalité, sont les fondements de la conception de circuit électronique, puisqu'un circuit électronique va être un assemblage de blocs de propriété intellectuelle. Donc on est en réalité tout en amont de la supply chain du semi-conducteur, et nos clients vont être les fabricants de circuits intégrés, les concepteurs de circuits intégrés. Alors on ne fournit pas une brique de propriété intellectuelle telle que la fournisse ARM, par exemple. On ne fournit pas de processeur, on fournit quelque chose qui est nouveau, qui est innovant, qui s'appelle de la logique programmable, ou plus particulièrement de l'embedded FPGA ou eFPGA. Ça va avoir des applications qu'on peut retrouver ici, notamment sur l'intelligence artificielle, sur les télécommunications, on va parler de 5G, sur la robotique, sur la voiture autonome, sur la cryptographie et la cybersécurité, puisque tous ces algorithmes aujourd'hui vont demander des applications qui sont sur ce qu'on appelle le edge,
Donc en fait, on va appeler ça, pour nous, le Edge, ce sont tous les objets connectés, hein, qu'on parle de bracelets personnels pour mesurer vos performances sportives, jusqu'à la voiture autonome, jusqu'au robot en usine, etc. L'ensemble de ces devices, et jusqu'au Base Station 5G, par exemple, sont ce qu'on va appeler le Edge. La particularité du Edge, c'est qu'il y a besoin à la fois de faire tourner ces algorithmes qui demandent de plus en plus des performances importantes, mais avec une consommation très faible, et dans des volumes très importants, ce qui demande également une fiabilité et un coût très bas. Et c'est tout ce que permet aujourd'hui nos blocs de propriété intellectuelle d'IFPGA. Merci. Jérôme Laplace, donc vous êtes CEO de Génération Robot, Yuma Robotics et Running Brains. Est-ce que vous pourriez nous présenter donc les activités de ces 3 sociétés et plus particulièrement Running Brains, puisque vous exposez un bel objet tout nouveau sur le salon, et le voici. Oui, merci. Alors, je comprends pourquoi je suis le dernier de la liste, en fait. C'est parce que moi, je ne suis pas dans le domaine électronique. Je suis plutôt utilisateur, incorporateur de cette technologie. C'est bien ça. Donc, je dirige 3 PME, même certaines sont des TPE, dans le domaine de la robotique. On a Génération Robot, qui est une société qui distribue du matériel. C'est un site de commerce électronique qui s'adresse plutôt au monde de la recherche, au monde de l'innovation, voire de l'éducation. Yuma Robotics, qui s'adresse plutôt à des industriels dans le monde de la production, puisqu'on met en œuvre des bras collaboratifs. Et le petit dernier qui vient juste de sortir, c'est Running Brains. Donc aujourd'hui, c'est pas encore une société, ça va le devenir bientôt. C'est encore une marque sous Génération Robot. Et on conçoit ce robot que vous voyez. Donc c'est un made in France, de A à Z, hardware et software. Donc on incorpore de l'électronique pour faire un robot qui va patrouiller de manière complètement autonome autour des sites industriels pour faire 2 métiers. Le premier, c'est le métier de la sécurité ou de la sûreté pour les spécialistes. Il embarque donc des réseaux de neurones et on va pouvoir détecter les personnes et les véhicules et alerter les équipes de sécurité pour qu'ils puissent faire de la levée de doute en se connectant directement sur le robot. Donc ils vont pouvoir comme ça téléopérer le robot, voir et entendre ce que voit et entend le robot. Et puis le deuxième métier, c'est l'inspection industrielle, puisque le robot se localise en 3 dimensions dans l'espace. On est capable de lui dire d'aller pointer sa tourelle, et plus particulièrement sa caméra thermique, mais aussi sa caméra couleur, vers certains endroits pour prendre de l'information et les remonter sur le cloud, et ensuite pouvoir avoir une maquette numérique qui permet de stocker les données et voir l'évolution des données dans le temps pour faire de la maintenance préventive. Donc ce que vous voyez, c'est que là, l'électronique, elle est partout. On a l'électronique de puissance, on a l'électronique pour la communication, pour la navigation, il y a des capteurs, donc l'électronique est vraiment partout. Merci. Je propose maintenant de rentrer un petit peu dans le sujet de cette table ronde. On peut, alors, on va dire sur les slides. Je vais vous redonner la parole, Madame Grévet. C'est ce qui est peut-être intéressant, ce sujet de la souveraineté, de bien comprendre où les produits produits par ST Microelectronics sont utilisés, où est-ce qu'on les trouve et pour quel marché, puisque cette souveraineté, elle n'est pas uniquement sur le produit, mais elle est aussi chez tous les industriels que vous servez aujourd'hui. Exactement. Et puis j'espère que vous utilisez nos produits. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on en parle. Parce qu'effectivement, tout ce que vous avez cité, que ce soit l'électronique de puissance, les capteurs, enfin, voilà, ça fait partie des choses qu'on fait. Donc effectivement, où on trouve les produits de ST, j'ai l'habitude de dire partout dans la vie de tout le monde. Vous êtes entouré de nos produits. Alors que ce soit, comme vous voyez là, sur la conduite, on est bien sûr dans les véhicules pour les rendre à la fois plus connectés, plus autonomes et plus respectueux de l'environnement au travers du véhicule électrique. Vous avez peut-être vu l'annonce qu'on a fait un peu plus tôt cette année avec le groupe Renault, où on va fournir 70% de tous leurs véhicules électriques sur l'électronique de puissance, et entre autres en utilisant un nouveau matériau qui est le GaN en relation avec notre usine de Tours. Donc tout ça reste très français et on en est très fiers. On est bien sûr aussi présent dans l'industrie, où là, on essaye de rendre les usines et les lieux de travail plus intelligents, plus sûrs et plus efficaces, dans les maisons et les villes, mais aussi, comme je disais, dans les objets du quotidien. Donc vous nous trouvez bien sûr dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs, dans vos tablettes, mais aussi dans votre cafetière Nespresso
ou dans votre aspirateur, tout ce qui est élément blanc, on est à peu près partout. Donc, si on passe la slide suivante sur notre stratégie vis-à-vis un peu plus de long terme, donc voilà, c'est vraiment les 3 axes, la mobilité intelligente, tout ce qui est puissance et énergie, et enfin l'Internet des objets. Et j'en profite pour dire qu'une de nos stratégies aussi, c'est d'être le plus green possible. Et donc, on a un objectif en 2027 d'avoir notre neutralité carbone. Et donc, on a toute une feuille de route qui couvre aussi bien la réduction des émissions directes et indirectes, mais aussi l'approvisionnement en énergie. Je crois qu'il y avait une dernière slide. Oui. Voilà, mais bon, qui reprend un petit peu les marchés que l'on cible. Donc, une fois de plus, l'automobile, l'industriel, l'électronique et tout ce qui est équipement de communication. C'est important de parler de ça parce que ça sera important quand on reviendra sur les problématiques de pénurie pour bien comprendre les marchés. Voilà. Les marchés, les impacts et les impacts que cela va créer. Exactement. Et donc, on prolonge la question sur donc, cette question de la souveraineté. Aujourd'hui, dans cette chaîne de valeur qui est complexe, hein, vous l'avez évoqué, avec un certain nombre d'intervenants, enfin beaucoup d'intervenants, quels sont les principaux enjeux pour vous en termes de souveraineté ? Au-delà des marchés que vous servez, quels sont les principaux enjeux pour vous ? Donc, je voudrais revenir dans un premier temps sur le processus de fabrication. Moi, j'ai rejoint l'industrie des semi-conducteurs de façon très, très récente. Je viens de l'industrie de l'automobile, où je trouvais déjà que c'était une industrie relativement complexe dans le processus de fabrication. Et je me suis rendu compte que le processus de fabrication des semi-conducteurs est tout aussi complexe. Et vous pouvez, je crois qu'elle doit appuyer plusieurs fois pour arriver tout au bout. Voilà. Allez-y, encore une fois et encore une fois. Voilà, comme ça, il y aura tout. Ça montre la complexité, une fois de plus. Donc, j'ai découvert qu'il fallait entre 4 et 6 semaines pour produire les plaquettes de silicium. Donc, une fois qu'on a... nous, on ne fabrique pas les plaquettes elles-mêmes, mais quand on prend les plaquettes pour imprimer nos puces sur les plaquettes, rien que ça prend entre 4 à 6 semaines. Ensuite, il faut ajouter à cela, comme vous le voyez, toute la partie découpage, test et packaging de ces puces qui parcourent un certain nombre de kilomètres au travers le monde. Et donc, si on prend tout le process, c'est entre 2 et 3 mois. Donc, une fois de plus, je pense que c'est important de comprendre que voilà, on ne fait pas une puce en un jour comme on fait une voiture aujourd'hui en moins d'une journée dans une usine. Eh bien, les semi-conducteurs, il faut plus de 3 mois. Après, le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la complexité de notre industrie. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, par exemple, on a plus de 100 000 clients dans le monde. Donc, vous imaginez qu'en ce moment, alors on n'a pas les 100 000 clients qui nous appellent, mais presque. Donc, c'est quand même extrêmement complexe de pouvoir répondre à tout le monde au mieux. Et on souhaite traiter nos clients à tout niveau de la même façon. Troisièmement, il y a l'importance de l'engagement des États auprès de l'industrie des semi-conducteurs. Monsieur Courbe l'a mentionné tout à l'heure. On est très engagé, bien sûr, dans les projets européens tels qu'il les a cités. Par exemple, les projets tels qu'il a parlé de l'IPCEI ou du PIEC et également de Nano 2022, donc, qui était le premier IPCEI qui couvrait les années antérieures jusqu'à l'année prochaine. Et là, c'est vraiment pour renforcer notre capacité d'innovation. Et pour cela, on travaille aussi de façon très collaborative avec le CEA, mais aussi avec tout notre écosystème. Il faut savoir que Nano 2022, par exemple, ça nous a permis de faire des partenariats qui ont impliqué à peu près 65 entreprises et 97 projets. Donc, on tire avec nous tout un écosystème de start-up, de PME, qui profitent quelque part de notre aura et de ce qu'on peut développer.
Et le quatrième point, et quand on en parlait tout à l'heure avant de vous rejoindre sur scène, c'est bien sûr l'importance des compétences. Oui, tout à fait. Et je crois que d'autres reviendront là-dessus. Aujourd'hui, même si on est une industrie, on ne fait rien sans les hommes et les femmes. L'humain est extrêmement important. Et par exemple, en France, on a 350 postes ouverts pour des ingénieurs et techniciens. On recrute énormément. On est en des années au-delà de 1000 collaborateurs par an. Et il faut les trouver. Il faut trouver les collaborateurs, il faut trouver les bonnes compétences. Donc on travaille énormément avec, par exemple, des associations telles que C'est Génial, Vitascience. On est bien sûr très présent au French Fab Tour qui vient de commencer là, il y a quelques semaines. Et bien sûr, je suis forcée de mentionner en tant que femme l'importance de recruter aussi des femmes dans notre industrie. Et je suis contente qu'au moins sur ce panel, il y en ait une. Donc c'est déjà un bon pas. Et donc on bosse beaucoup avec Elle Bouge pour essayer de convaincre les jeunes femmes à rejoindre notre industrie qui est une industrie stratégique et fabuleuse. Oui, c'est une vraie question. Alors, à la fois celle des compétences. Alors, vous imaginez, dans les PME, TPE, c'est encore quelque chose d'encore plus critique. Elles ont beaucoup de mal, elles sont déjà... Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Et la question des femmes, on est dans une industrie qui est encore très, très masculine. Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez recruté votre première ingénieure. Et on en est très fiers, on est très contents. Et on l'a surtout absolument pas recruté parce que c'était une femme, parce que c'était quelqu'un qui était compétent. Et ça veut dire qu'on a aussi de plus en plus de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose... alors, c'est plus vrai sur l'IT, etc. Mais sur l'électronique et sur l'électronique embarquée, ça reste encore... donc c'est vraiment un message... c'est un métier à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi des équilibres dans nos structures. Et on est très content d'avoir des équipes qui puissent être un peu plus féminines, quoi. C'est important pour nous. Donc merci, monsieur Jean-Philippe Bourgoin. On parle beaucoup de R&D, de technologie. On est sur une industrie qui a des niveaux de technologie très, très importante, aussi bien sur la partie silicium que sur la partie logicielle, la partie intégration. Aujourd'hui, quelle est la vision du CEA sur la question de la souveraineté européenne ? Alors, la vision, elle est qu'on a une absolue nécessité de regagner sur le plan de la souveraineté européenne dans le domaine. C'est d'abord et avant tout ça qu'il faut dire. Je veux bien la planche si c'est possible. Oui. Bon, les éléments de contexte, Thomas Courbe on a présenté beaucoup l'effet de la pandémie, la prise de conscience sur la fragilité de nos chaînes de valeur. Donc on doit vraiment avoir tous ça en tête et se projeter, et ça ne va pas se régler en un claquement de doigts. C'est une affaire qui, bien sûr, il y a les plans de contingence, plans immédiats, et ils sont extrêmement importants, et je ne reprends pas ce que le directeur général a dit, mais c'est vraiment d'abord ce qu'il faut commencer à faire. Puis ensuite, il faut se projeter. Et il faut se projeter, je pense, sur au moins une dizaine d'années, voire au-delà. Simplement, la situation est quand même... ça nécessite qu'on s'y arrête 2 secondes. On a 70 milliards d'euros par an de déficit par rapport aux produits globalement importés, relevant de l'électronique et utilisés dans nos autres industries. On est présent sur à peu près 7% de la production en matière de composants logiques et pas sur les nœuds avancés. Et ces 7%, ils sont durement gagnés, puisqu'ils sont gagnés par des entreprises qui doivent se battre pour leur compétitivité tous les jours. Et puis on a 22% sur les aspects discrets, analogues, capteurs. Voilà. Et c'est la même chose, c'est une compétition extrêmement dure. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des acteurs sur pratiquement la totalité des segments en Europe, mais qu'on a quand même quelques endroits de fragilité, et puis qu'on a une pente à remonter. Alors, je crois qu'une fois qu'on a dit ça, il faut distinguer les échelles de temps. Donc, la première priorité, c'est de poursuivre l'effort lancé et de l'amplifier. Il a montré
par le biais des résultats des entreprises françaises dans le domaine, que cet effort était bien positionné. Et donc il faut absolument l'amplifier, passer de l'IPCEI 1 à l'IPCEI 2 et conclure ça rapidement, parce que, comme ça a été dit, nulle part dans le monde, c'est un secteur qui peut fonctionner sans l'appui des pouvoirs publics. Ça peut paraître choquant pour certains, mais c'est la vérité. Et on n'est pas plus mauvais que les autres dans ce domaine, loin de là, au niveau national et au niveau européen. Donc il faut vraiment avoir cet élément-là en tête. Donc à court terme, soutenir ce que sont les forces actuelles. Alors, elles ont été citées, il y a tout ce qui relève de l'embarqué, il y a ce qui peut relever des imageurs, ce qui peut relever de l'électronique de puissance, donc il faut, ou des substrats, ou de certains systèmes. Il faut soutenir ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est qu'il faut avoir une idée très claire des enjeux. Vous avez présenté non, c'était en restant sur le précédent, pardon. Vous avez présenté quelque chose qui finalement n'est pas très très différent de ce qu'on présente là. On a essayé de se projeter, c'est un peu d'autres métiers quand même au CEA, en se disant, mais dans le fond, on va vers quoi ? Et on va en fait vers 60 milliards d'objets connectés en 2030. Dès maintenant, on a une immense majorité des données qui sont produites par des machines et non pas par des hommes. Donc on a une transformation, et cette transformation s'accélère avec la pandémie. Et donc on doit vraiment se projeter par rapport à ces différents enjeux, et si on se projette par rapport à toute cette génération de données, on parle de déluge de données, cette projection sur les marchés de l'IoT qui a vraiment des beaux jours devant lui, hein, on s'attend à x5 dans la décennie qui vient, c'est autant de besoins de calcul embarqués, donc ça c'est un premier message fort. Puis en même temps, il faut qu'on voit bien les enjeux énergétiques et globalement de soutenabilité vis-à-vis de l'environnement associés. Donc ça c'est un deuxième point extrêmement important. Et c'est clé pour la souveraineté, et c'est un endroit pour lequel l'Europe a une formidable carte à jouer. Parce que traditionnellement, l'Europe est bonne sur les systèmes embarqués, ça veut dire qu'elle a déjà intégré la problématique de l'énergie dans le mindset, dans la culture des ingénieurs du domaine. Le troisième point, c'est qu'il faut qu'on renforce nos chaînes de valeur. Je suis très content d'être à côté de M. Dupré de Manta, d'ailleurs, qui travaille avec lequel nos équipes travaillent aussi, parce que, je dirais, il n'y a pas assez d'entreprises comme Manta en France et en Europe, où Manta n'est pas encore assez grand. On peut le voir de deux façons. Je ne veux pas vous générer nécessairement des concurrents, mais on a besoin, pour le dire plus simplement, qu'on se renforce sur des aspects de conception et à la fin sur les aspects de faiblesse en Europe, parce que je pense que comparativement aux autres continents, on a dans ce domaine-là besoin de se développer en complément évidemment et des acteurs actuels auxquels on veut le plus grand bien. Je ne veux pas non plus que mon message soit mal compris en parlant de faiblesse en Europe. Et puis le quatrième point, c'est la quatrième priorité pour moi, c'est qu'il faut savoir se projeter à 10 ans, j'y reviendrai peut-être après, avec l'ambition de reconquérir le moment venu, avec un chemin construit, une place sur l'ensemble de la chaîne, y compris les nœuds avancés. Mais ça va être long, ça va prendre du temps, et il faut savoir y aller par un chemin qui soit cohérent, qui tire parti et s'appuie sur les forces européennes, et non pas qui les mette en danger. Et le dernier point, et j'y reviens, c'est les compétences. Parce que, pas de miracle dans ce domaine, comme de façon générale dans tous les domaines technologiques en France, on n'a plutôt pas assez de compétences, et il faut prendre ça absolument en compte. Merci. Tout à fait. Je rejoins sur la question des compétences. Yoann Dupré, de votre côté, alors Jean-Philippe Bourgoin vous a cité. Quelle est votre vision aussi sur cette question de la souveraineté européenne et surtout au travers des solutions que vous proposez? Oui, alors sur la souveraineté européenne, je vais complètement appuyer les propos de Jean-Philippe Bourgoin. Nous, on aime bien regarder un peu tout ça sous l'angle des data, des données. Alors je vais revenir après sur cette slide-là, mais
Effectivement, on sait aujourd'hui, le contrôle, le pouvoir, il est réellement dans l'exploitation des données, dans la collecte et l'exploitation des données. On le sait, d'ici 2025, 60% des données seront générées par des machines. On parlait de l'IoT, de l'explosion du nombre d'IoT, du nombre de composants qu'on a autour de soi quand on se réveille le matin. Vraiment, il y a une explosion là-dessus. Et en plus, 30% de ces données seront générées en temps réel. Donc on comprend bien surtout que toutes ces données vont être créées, stockées, vérifiées, exploitées derrière par des circuits intégrés. Donc quand on le regarde sous cet angle-là, le pouvoir étant dans le contrôle des données, le circuit intégré est en fait l'essence qui permet de contrôler et d'exploiter ces données-là. Donc on comprend bien l'intérêt pour l'Europe et la nécessité même de contrôler la chaîne de valeur du semi-conducteur. C'est vraiment un point essentiel. Alors une fois qu'on a dit ça, on regarde un petit peu le paysage européen du semi-conducteur et on constate tout d'abord qu'on a des forces. On a de grandes forces. La première, c'est qu'on a la chance d'avoir des instituts de recherche appliquée, de recherche technologique qui sont très puissants, qui sont parmi les meilleurs du monde. Évidemment, je pense au CEA. On a également la chance d'avoir des acteurs qui sont dans le top 12 mondial, comme ça l'a dit, et là je pense à ST, qui ont vraiment un panel de composants très important. Et tout ça, ça participe à la souveraineté. Cela dit, on a aussi des manques. On a un premier manque qui est constaté, je pense, par l'Europe et par Thomas Courbe de la DGE, puisque c'est l'objet aussi du grand plan européen, qui est sur la production. Aujourd'hui, la vaste majorité des circuits intégrés sont fabriqués encore à Taïwan. Et quand on parle de la production de circuits intégrés, c'est pas seulement ça, c'est aussi la partie back-end. Donc tout ce qui est packaging également est aujourd'hui en grande partie fait hors Europe. La deuxième chose, et c'est peut-être un petit peu plus pernicieux, c'est qu'aujourd'hui, créer un circuit intégré qui soit très avancé, pour les plus avancés, ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros. Et ça a une conséquence qui fait qu'il y a peu d'acteurs, en réalité en Europe, qui sont capables d'investir de telles sommes pour créer un circuit intégré, et surtout pas des PME ou des startups. Donc on a un problème là-dessus, sans compter que le temps de création, parce qu'on a un temps de production, vous en parliez tout à l'heure, qui est déjà très long, mais le temps de création d'un circuit intégré, pour les plus simples, on est sur 1 an, pour les plus complexes, on est sur 3 ans. Donc avant de sortir un circuit, vous pouvez être jusqu'à 4 ans entre le moment de démarrer la R&D jusqu'à la sortie sur le marché d'un circuit. Donc ça, c'est des problématiques aujourd'hui pour l'écosystème européen. Et donc au-delà de ça, sur les solutions, tu as un petit peu commenté ce slide, la solution que vous proposez, elle est de quel ordre au travers de Mata? Tout à fait. Quand on part sur ces constats-là, on va, nous, essayer dans un projet qui s'appelle Mosaïque, qui est un projet aujourd'hui soutenu et sur lequel on travaille notamment avec le CEA et d'autres acteurs de premier plan. Sur ce projet Mosaïque, on va essayer d'amener de l'innovation dans la chaîne de valeur complète du semi-conducteur européen. Donc l'idée, c'est de dire, on fait aujourd'hui des circuits qu'on va appeler monolithiques, c'est-à-dire, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait des blocs de propriété intellectuelle qui constituent un circuit. Ces blocs de propriété intellectuelle peuvent être du processeur, mais aussi peuvent être du power management, on en parlait tout à l'heure, peuvent être des traitements d'intelligence artificielle, peuvent être des blocs de communication. Aujourd'hui, quand on fait un circuit intégré, on est obligé de les produire sur la technologie la plus fine et la plus avancée, demandée par le plus avancé de ces composants-là. Donc ça coûte extrêmement cher, ça oblige à exporter sur des technologies taïwanaises de type TSMC 5 nanomètres. L'idée là, c'est de dire, plutôt que de faire ça, on va éclater les circuits, on va les désagréger complètement pour que chacun des blocs va être produit par des gens qui savent faire dans la technologie qui est nécessaire. Et là, d'un coup, on ramène sur le savoir-faire européen, on ramène sur les savoir-faire de ST Microelectronics, sur les savoir-faire d'autres fonderies comme X-FAB ou Global Foundries, et savoir-faire des fabricants de circuits. Et donc tout d'un coup, on baisse aussi fortement le coût de production. Alors la difficulté pour arriver à ça, c'est que pour connecter tous ces différents chips, finalement, enfin ces différents chips qu'on va appeler des chiplets, qui vont former le circuit intégré, il faut ce qu'on appelle un interposeur. Donc c'est un élément qui va faire réellement le lien entre tous ces chiplets. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien compris, par exemple aux États-Unis, une société comme AMD s'est lancée dans cette voie-là, a réussi à multiplier sa valorisation de manière extraordinaire et à grignoter 10% de part de marché à Intel, ce qui n'était jamais arrivé en 40 ans. Donc vraiment quelque chose d'extraordinaire. Des entreprises comme Intel ou Facebook maintenant s'y lancent. Et l'État américain, à travers la DARPA, l'a également compris avec leur programme CHIPS ou avec des entreprises privées qui ont dévoilé leur roadmap. Toutes ces entreprises, elles manquent de quelque chose, c'est que leur façon de faire l'interposeur, finalement, elle manque d'universalité. Ce qui fait qu'il va être très compliqué d'assembler les différents composants. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec le CEA, entre autres. C'est ce qu'on appelle un interposeur universel, un châssis
qui consiste à la fois combiner le savoir-faire du CEA sur le côté interposeur et le savoir-faire de Manta sur les IFPGA, SP, IFPGA, pour amener cette universalité. Et là, on arrive sur une chaîne de valeur semi-conducteur où on va diviser simplement le coût de fabrication, le coût de conception d'un circuit, on va le diviser jusqu'à 10, donc on ne va plus parler de centaines de millions, mais de dizaines de millions, voire moins. Et on va également réduire le temps de mise sur le marché, on ne va plus parler en années, mais cette fois-ci en mois. Donc on ramène vraiment sur les compétences, et je pense que c'était important, ça a été dit tout à l'heure, de se baser sur les compétences existantes en Europe pour les étendre et augmenter notre capacité de production. D'accord, oui, donc c'est ambitieux, parce que c'est un standard que vous visez. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, aussi les principales difficultés pour des projets tels que celui que vous êtes en train de construire voient le jour? Alors, sur l'écosystème européen, effectivement, on a des difficultés qui sont de trois ordres. Le premier, pour une PME comme Manta, c'est l'investissement, et notamment l'investissement dans le risque. Alors aujourd'hui, en Europe, on trouve relativement facilement des seed investors, des angels pour démarrer un business. On trouve également relativement facilement des gens pour aller en série C, en série D, pour pouvoir avancer. Sur de la série A ou série B, c'est déjà beaucoup plus rare. On a un petit peu une frilosité au risque en Europe. Donc ça, c'est une première chose, et sur lequel il faudrait vraiment que la France et l'Union européenne travaillent. Une deuxième chose, c'est les financements. Donc on passe par les projets. Alors ça, on a beaucoup d'outils, que ce soit en France ou en Europe, et qui sont très très importants pour les entreprises comme Manta, et qui fonctionnent bien. Par contre, une grande partie de ces outils ont un financement qui finalement n'est pas assez élevé, donc qui pose problème pour les PME, ou qui demande des montages extrêmement complexes et longs, et donc qui demandent beaucoup d'énergie, et forcément vont freiner un peu l'innovation. Alors nos concurrents américains ou asiatiques font les mêmes choses que nous, mais ils arrivent parfois à allier notamment plus de légèreté ou plus d'investissement. Et le troisième point, je crois que tout le monde l'a mentionné, et effectivement c'est aussi important pour une entreprise comme Manta qui est en pleine croissance aujourd'hui, c'est d'avoir les compétences, les recrutements. Et là, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui de la responsabilité de tous dans l'industrie, mais pas que l'industrie. Je pense que c'est une responsabilité européenne, parce que ce qu'on voit, c'est aussi un manque de vocation, pas que dans le semi-conducteur, c'est un manque de vocation scientifique. Oui, tout à fait. On a de plus en plus de difficultés à trouver des jeunes qui sont intéressés par les scientifiques, et pourtant, on en cherche. Et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui dans le semi-conducteur, on est à la recherche de talents et une vraie congestion à ce niveau-là. Par contre, ça demande un vrai gros travail de fond, puisque c'est de lycée, voire collège, où il faut redonner leur lettre de noblesse, réexpliquer ce que font les métiers. Alors dès qu'on le fait, ça va mieux. C'est vrai que c'est un vrai sujet collectif. Merci. Jérôme Laplace, vous qui êtes, entre guillemets, tout en haut de la chaîne, plus utilisateur de toutes ces technologies, en plus, vous avez un peu une double casquette, ça veut dire à la fois vous êtes producteur de système, mais vous proposez aussi des systèmes de type robotique pour l'industrie. Quelle est votre vision de cette question de la souveraineté européenne également? Alors, moi, je vais jouer mon rôle effectivement d'utilisateur et je suis plus en aval. Oui, tout à fait. Donc, je vais élargir un peu le débat. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je vais avoir cette problématique sur l'électronique, mais aussi sur la mécanique, sur la radio, sur tous les domaines. Et en fait, je crois que la crise du Covid a été un joli révélateur, si tant est qu'on peut appeler ça comme ça, joli, en tout cas un beau révélateur des difficultés qu'on peut avoir en Europe, ou même partout dans le monde. C'est-à-dire que la production est tellement éclatée que le moindre problème d'approvisionnement d'un des composants, parce que pour faire un produit, j'ai besoin de plein de composants, qu'ils soient électroniques ou pas, et ça peut complètement bloquer la sortie d'un produit. Et en fait, ça date pas d'hier, vous avez cité tout à l'heure la notion de faiblesse. ST n'est pas faiblesse et on s'en réjouit. Entre 2000 et 2020, la part de l'industrie en France est passée de 15 à 10% du PIB. En Allemagne, on est à 25% du PIB. En Italie, on est à 20% du PIB. C'est un choix. Il y a 20 ans, on a parlé beaucoup de faiblesse. L'économie du savoir, c'était très bien. Et si on regarde un petit peu la balance commerciale, on est en déficit chaque année de à peu près 1% de PIB. Si on isole la partie service là-dessus, on est au contraire positif, de plus de 22 milliards. Donc c'est vrai que ça a l'air de marcher. En service, on exporte plus qu'on importe. Malheureusement, le trou qu'on a créé dans l'industrie n'arrive pas à combler ce déficit. Et je crois qu'on est en train de comprendre qu'il faut les deux en fait. Il faut le service, il faut l'intelligence, il faut le savoir, mais il faut aussi savoir produire. Et pas trop loin, ce serait pas mal, pour des raisons
économiques et puis pour des raisons environnementales. Donc voilà, ça c'est ce qui me paraissait important. Ensuite, on va commencer à se poser la question de comment est-ce qu'on réindustrialise la France, plus que relocaliser. Alors ça commence depuis le rapport Gallois à se dire on va essayer de faire ça. Et je dirais que c'est tant mieux. On va commencer à se redire l'industrie c'est bien, l'industrie c'est sexy. On parle beaucoup de chercher des compétences. Il faut déjà aussi séduire les jeunes, hein, parce qu'on a une image de l'industrie qui pas forcément la bonne. Aujourd'hui, l'industrie, ça peut être cool. Voilà. Regardez ce que fait Elon Musk avec Tesla, avec SpaceX, il attire beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce qu'il c'est un bon communicant sur ce qu'il fait. Et après tout, il fait des voitures. Bon. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Alors, ce qu'il faudrait aussi qu'on comprenne, là, je vais sortir ma casquette de roboticien, c'est si on fait des usines en France, investissons. Hein. Quand les usines sont parties après cette idée d'économie du savoir, ce faiblesse, elles ne sont pas parties, c'est pas parce qu'elles sont délocalisées, c'est surtout parce qu'on a cessé d'investir dans les industries. Une industrie une usine dans laquelle on cesse d'investir, c'est une usine qui perd de la productivité, qui perd de la compétence, qui perd de l'efficacité vis-à-vis de ses concurrents, parce qu'aujourd'hui la concurrence elle est mondiale, et c'est comme ça qu'on a perdu nos usines. Donc déjà, il faut comprendre que si on investit, si on décide de réindustrialiser, ce serait bien de le faire avec des usines modernes. Donc on parle beaucoup de l'industrie 4.0, mais voilà, les usines de demain, il faut qu'elles soient productives, il faut qu'elles soient automatisées, il faut qu'elles soient numérisées. Un petit chiffre, hein. Aujourd'hui, dans des pays comme la Corée du Sud ou Singapour, si on ramène au nombre de personnes qui sont dans l'industrie, donc si on compare des choses comparables, vous avez 5 fois plus de robots dans les usines qu'en France. En Allemagne, c'est 2,5 fois plus qu'en France. En Italie, c'est 2 fois plus qu'en France. Dans ces pays-là, il n'y a pas beaucoup plus de chômage, hein. Au contraire. Ils ont des usines qui sont capables d'aller chercher le top niveau de ce qui se fait, de la haute qualité. Donc voilà. Dernier point, c'est votre question tout à l'heure, c'était comment est-ce qu'on fait pour retrouver ça. Je dirais qu'il y a 3 points. Le premier, c'est communiquer. Et là, je dirais que l'État a un rôle, les collectivités locales ont un rôle, mais aussi les branches et les industries. Il faut communiquer, ce que je vous disais tout à l'heure, dire que l'industrie c'est cool, qu'on peut apprendre des choses, qu'on peut faire des choses par soi-même, que les jeunes peuvent apprendre à faire des choses par leurs mains. Les jeunes que j'ai embauchés, les ingénieurs que j'ai embauchés pour concevoir ce robot, ils sont super fiers parce qu'ils construisent quelque chose. Ils ont un résultat final. Donc communiquer, c'est important. Vous le disiez, ce sont des choses qui coûtent cher à l'industrie. Il faut un choc de fonds propres. Si on veut des industries modernes, si on veut pouvoir mettre des robots, si on veut pouvoir mettre du numérique, il faut déjà avoir un choc de fonds propres pour avoir des industries compétitives. On n'est pas en concurrence avec le département ou la région ou même le pays d'à côté. C'est une concurrence mondiale. Et le troisième point, c'est ce qu'ont dit tous les orateurs ici, ce sont les compétences. Il faut savoir que quand on met une usine sur un territoire, on apporte des compétences et on en crée de manière continue parce qu'on va se former des stagiaires, on va former des salariés qui vont partir, qui vont irriguer d'autres entreprises autour sur le même territoire. Donc vous allez créer des compétences comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui va permettre à d'autres usines de venir s'implanter pas trop loin. Ils vont s'implanter dans un bassin où il y a des compétences. On cherche tous des compétences. Et le drame dans tout ça, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est quand vous enlevez une usine, petit à petit, les compétences se perdent. Les compétences, il faut les réactualiser. Vous êtes dans un domaine électronique, ça va à une vitesse folle. Se remettre à niveau sur les compétences, être toujours à jour pour pouvoir produire les meilleurs circuits électroniques qui répondent aux standards. Aujourd'hui, je le vois, il faut constamment se former. Donc voilà, 3 points pour ramener une souveraineté à défaut, je dirais un peu locale française, mais à mon avis, effectivement, la bonne échelle, c'est l'Europe. Hein. Là, c'est d'autres problèmes un petit peu, je dirais, politiques, culturels. Il faudrait qu'on arrive à se coordonner. Bon, là, je pense qu'on dépasse un peu l'objectif de ce débat. Oui, tout à fait. Vous disiez aussi, c'était intéressant dans ce quand on s'était parlé pour préparer cette table ronde, vous disiez souveraineté, c'était pas l'autarcie. Je trouve que le message aussi était important. Alors à la fois dans l'entreprise, le message était aussi plus globalement, c'est de dire que souveraineté, ça ne veut pas dire se
se refermer sur soi-même, mais c'est aussi continuer de collaborer et collaborer ensemble. Ah oui, complètement. C'est vrai à l'échelle d'un pays. Je pense que ce serait une erreur de se dire on va tout réinternaliser. Déjà, je ne vois pas vraiment comment on pourrait faire. L'économie, elle est mondiale, les échanges sont mondiaux. La France fait 60% de ses exportations, c'est vers l'Europe. Donc on voit qu'il y a quand même des échanges. Donc effectivement, il faut continuer à partager, il faut peut-être se coordonner entre les pays pour être efficace. Mais c'est vrai aussi à l'échelle d'une entreprise. On essaye de collecter un maximum de compétences pour pouvoir maîtriser la totalité du produit, mais je ne peux pas maîtriser la totalité de mon produit. Imaginez sur un robot comme ça, toutes les compétences qu'il faut avoir. Donc je dois créer des partenariats, je dois créer des échanges de manière intelligente pour pouvoir récupérer de l'information et rester agile et pas être dépendant. Parce que c'est ça le problème qu'on a eu aussi pendant le Covid, c'est la dépendance. Pas être dépendant d'un fournisseur et de ses aléas, de la même manière que lui, il fera la même chose avec ses clients et ses fournisseurs. Voilà. Donc oui, surtout pas d'autarcie, non. Merci. Monsieur Bourgoin, donc, quels sont, pour finir sur ce champ de la souveraineté européenne, quels sont pour vous les grands sujets à privilégier en termes de technologie, de recherche? Alors, avant de répondre sur le quoi, un petit mot sur le comment. Mais donc sur le comment, d'abord, je pense qu'il faut qu'on passe de manière récurrente, tous les uns et les autres, un message permanent vers la Commission européenne, vers les pouvoirs publics, à tout le niveau, et qu'on se l'applique à nous-mêmes en termes de rapidité d'exécution. Il faut qu'on ait les yeux rivés sur ce sujet-là, et je pense qu'actuellement, on n'est pas bon. On est à la charnière entre Horizon 2020 et Horizon Europe. Ça a pris du retard. Bien sûr, il y a eu la pandémie, mais on n'est pas assez rapide actuellement. Et ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, je rebondis sur ce que vous disiez, réindustrialiser, c'est de longue haleine, c'est des usines qui ne seront pas les usines d'antan, c'est des usines complètement automatisées, qui ont un jumeau numérique par rapport aux produits, par rapport aux procédés, sur lesquels on réinvestit en continu, mais c'est aussi plus facile probablement justement parce qu'on aura ces jumeaux numériques. Donc ça doit être intégré dans la démarche, en accompagnement du quoi et des technologies sur lesquelles je vais y revenir dans un instant. Et en appui à la mise au point et au développement rapide de ces usines, ça appelle à un travail, je pense, avec les organismes de recherche technologique comme nous-mêmes, qui nécessite de s'appuyer sur des infrastructures technologiques de bon niveau. Donc il faut aussi, je pense, qu'on ait un programme dans cette dimension-là. Dans l'expérience que nous avons, c'est quand nous avons pu travailler sur des lignes pilotes ou des démonstrateurs qui soient directement transposables, que la transposition se fait vite et bien, et qu'on arrive aussi à installer les mécanismes justement dont je parlais, c'est-à-dire de jumeaux numériques par exemple, ou de choses ou de contrôle en ligne, ou de choses de cette nature. De manière immédiatement transposable, encore une fois, donc globalement, en optimisant les fonds propres qui peuvent être mis pour constituer l'usine. Et puis, un exemple dans ce cadre-là, il y a un travail qui est mené en commun entre les Fraunhofer, l'IMEC et le CEA pour proposer avec la Commission européenne une Reference and Testing Facility sur le hardware pour l'intelligence artificielle, qui permettent que les technologies les plus avancées d'intelligence artificielle embarquée dont nous pouvons disposer dans ces trois institutions soient amenées directement pour être finalisées par l'industriel partenaire. Et à ce moment-là, évidemment, la problématique de la propriété intellectuelle est assez simple, c'est-à-dire qu'à partir de là, il pourra utiliser dans des conditions sécurisées l'API qui aura été générée sur CETEF, et c'est en quelque sorte une espèce de one-stop shop qui raccourcissent le cycle et qui permettent d'avoir un accès à des technologies avancées, et donc qui permettent d'aller vite et de développer par les industriels européens l'utilisation de ces composants d'intelligence artificielle embarqués. Alors maintenant, sur le quoi, ça fait partie de notre métier, on a pour la partie composants fait une projection au sein de nos instituts. Donc vous avez un certain nombre des technologies qui nous paraissent clés pour le futur, qui sont affichées sur cet écran. Je ne vais pas toutes les détailler, ce serait beaucoup trop long, mais il y a
il y a un sous-jacent qui est de pousser la technologie le plus loin possible en ayant en tête l'ardente obligation de diviser par 1000 dans les 10 ans qui viennent, et peut-être même avant, la consommation énergétique, et de régler la question de l'impact environnemental, puisque ce que je veux dire par là, c'est que dans la consommation énergétique, il y a l'équivalent de 45% de la production, 45% de la consommation énergétique d'un produit dans son cycle de vie qui arrive au moment de sa production. Donc, et 55% par son utilisation. Et donc, on a un problème qui est à deux niveaux. On doit penser des composants qui soient énergétiquement favorables. Et toute la problématique de l'embarqué, qui est si importante en Europe, elle passe par des composants qui durent longtemps et qui consomment peu. Mais il faut aussi qu'on les produise d'une manière où on s'améliore considérablement et où on arrive à disposer dans la durée au plan européen, c'est un autre élément de souveraineté, des matériaux qui sont nécessaires. Et je ne veux pas dire que toute la classification périodique est devenue nécessaire, mais une grande partie de cette classification périodique l'est devenue. Donc là, on a un double enjeu de les questions des terres rares. La question des terres rares, mais pas que les terres rares. Que, hein. Non, pas que les terres rares. Les métaux précieux, par exemple, sont aussi dans cette catégorie-là. Et vous n'avez pas manqué de... on a eu les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps, et vous savez qu'au Japon, ils ont fabriqué les médailles à partir de récupération de produits de l'électronique. Ça leur a pris beaucoup de temps. C'est juste pour illustrer. Donc vraiment un point important. La question de l'eau aussi. Hein, et la question de l'eau et tous ces éléments-là. Et ça, c'est un élément vis-à-vis duquel je pense qu'en Europe, culturellement, on peut être très très bon. Comparativement à ce qu'on peut voir dans d'autres parties du monde. Donc, je finis juste sur deux points. L'intelligence embarquée, l'intelligence artificielle embarquée, c'est quelque chose dont je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, parce que on va vers un basculement entre le ratio de ce qui est traité dans le cloud et de ce qui est traité à la périphérie. Dans 10 ans, on traitera l'essentiel des choses à la périphérie pour ne remonter dans le cloud que ce qui fait sens. Et ça, de nouveau, l'Europe a des atouts et il y a un chemin pour y aller. Donc il y a un certain nombre de technologies qui sont sur ce graphe, qui sont pensées dans cette direction-là. Et puis dernier point, mais ça fait aussi le lien, il faut je pense, qu'on prête une attention toute particulière à l'intégration système et au couplage entre le hardware et le software. Et que là, on a aussi, je pense, des vraies cartes à jouer. Et c'est ce qui fait le lien par rapport évidemment à toutes les applications, puisque pour les applications, on prend la chaîne à l'envers et on finit souvent par spécifier le composant pour qu'il puisse faire passer les algorithmes dont on a besoin. Et cette intégration qui n'est pas du tout pour le coup présente sur le transparence, c'est aussi un des éléments que je pense extrêmement important. Et on a toujours le risque de penser d'un côté hardware, de l'autre côté software, parce que c'est pas forcément la même au niveau européen, c'est pas forcément certes c'est toute la DG Connect, mais c'est pas forcément le même département. Et donc je pense que c'est une des directions aussi sur laquelle il faut aller. Oui, c'est un enjeu fort, puis qu'on vit dans tout ce qui est système. Hein. Effectivement, c'est un système complet. Le système, c'est hardware plus software et avec la meilleure intégration possible. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de finir cette table ronde avec un sujet qui préoccupe beaucoup de sociétés françaises. Hein. Aujourd'hui, dans tous les gens chez Captronic qu'on a l'occasion de côtoyer, c'est un problème qui est très présent. Donc, c'est à la fois, bien sûr, une question complexe, mais c'est effectivement la question de la crise actuelle des composants, avec dans certains cas des composants avec des délais d'approvisionnement qui peuvent atteindre 100 semaines pour certaines sociétés. Donc c'est très critique pour elles. Donc le problème, je le disais, c'est une question complexe. Je vais redonner la parole à Mme Le Grévès. Comment ST Microelectronics, je sais que vous êtes directement bien sûr impacté, ces équipes, mais vous n'êtes pas les seuls, hein, puisque c'est une pénurie qui ne touche pas que les composants électroniques. Mais aujourd'hui, comment vous faites face? Vous essayez de faire face au mieux par rapport à cette pénurie de composants?
Merci. Non, effectivement, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas que les composants électroniques. Il y a beaucoup de matières premières aujourd'hui qui malheureusement manquent, et même la matière, je dirais, humaine dans certains, dans certains services qui manquent également. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur l'histoire. Et si on remonte pas très loin, hein, mars 2020. C'est important, oui. Voilà, parce qu'on oublie malheureusement assez vite. En mars 2020, le confinement, dans la plupart des pays, en tout cas européens, mais aussi dans le reste du monde, avec ce confinement, l'arrêt du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, des usines automobiles, de toutes les usines automobiles et des usines des équipementiers dans le monde. Donc nous, du jour au lendemain, on nous dit, nos donneurs d'ordre, qui sont principalement aujourd'hui les équipementiers automobiles, et on travaille avec quelques constructeurs en direct, vous ne nous livrez plus. Par contre, on a décidé, et heureusement qu'on l'a fait, de continuer à faire tourner nos usines. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu qu'on se batte pour faire tourner nos usines, alors que nos collaborateurs qui étaient dans les salles blanches, s'il y avait un endroit où ils ne risquaient pas d'attraper le Covid, c'était bien dans nos salles blanches. Mais bon, il y avait forcément des moments où ils se croisaient, donc on a mis beaucoup de choses en place et je suis très contente de dire que sur tous nos collaborateurs en France, nous n'avons eu aucun cas de décès. Ce qui est formidable pour notre entreprise. Donc voilà, mars 2020, les constructeurs automobiles, toute l'automobile s'arrête. Nous, on décide de continuer de fabriquer. Et à ce moment-là, avec le confinement, l'augmentation des demandes en ordinateur, en tablette, en téléphone, mais aussi en électroménager, en outillage, en outils de jardinage, et une fois de plus, dans tous ces objets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la part de l'électronique a largement augmenté. Et donc, toute notre production s'est très vite retrouvée destinée à toutes ces industries qui ont cru de façon exponentielle. Et donc, l'année dernière, à peu près à l'automne, oui, à peu près au moment de l'automne, l'industrie automobile a petit à petit commencé donc les usines ont rouvert à l'été, et puis petit à petit, la production et je dirais la vente d'automobiles s'est remise à fonctionner, surtout que les gens préféraient circuler dans leur habitacle sécurisé automobile au lieu d'être dans les transports en commun ou d'utiliser l'avion ou le train. Et donc d'un seul coup, automne, fin d'année l'année dernière, la croissance de l'automobile a ressurgi, et de plus, la part de l'électronique dans l'automobile, on est passé d'une centaine d'euros par voiture à presque 1 millier et plus de 1000 sur les modèles haut de gamme, avec des voitures, comme on le disait tout à l'heure, plus connectées, plus autonomes et surtout plus électriques ou hybrides. Et donc là, nous, il a fallu faire face à une demande très pressante avec le reste de l'industrie des téléphones, des ordinateurs et tout ce que j'ai cité auparavant qui continue à augmenter. Donc effectivement, on n'est pas resté les bras croisés, hein. Heureusement, on avait quelque part, alors on n'a pas du tout anticipé bien sûr la pandémie, mais on avait quand même anticipé la part de l'électronique qui augmentait dans tous ces objets. Par exemple, en 2020, nous avons investi à peu près 15% de notre chiffre d'affaires en R&D. Et là, en 2021, en CAPEX, on était à 2,1 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 64% de plus que l'exercice de 2020. Et surtout, sur ces 2,1 milliards de dollars, on a entre 1,4 et 1,5 qui sont destinés à l'augmentation de nos capacités de production. Pour avoir visité tous nos sites, je peux vous dire qu'on pousse les murs. Je vais donner un petit exemple. Notre usine de Crolles, on avait ce qu'on appelle un couloir de visite pour pouvoir faire les visites en externe. On a mangé sur le couloir de visite. Il n'y a plus de couloir de visite et on a pris le couloir de visite, on a étendu la salle blanche et on a fait rentrer plus de machines. Sachant que vous êtes aussi dépendante aussi des fabricants d'équipements pour la microélectronique.
Oui, Oui. et des producteurs de machines, Et comme producteurs de ASML. machines, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est C'est aussi un aussi autre c'est produit. cette chaîne aussi complexe qui fait que c'est aussi une chaîne qu'il faut, avec des équipementiers qui doivent eux aussi pouvoir suivre. Exactement. C'est quand même très interdépendant. Oui. Et puis des outils, on parlait des coûts tout à l'heure, les coûts des machines pour fabriquer des semi-conducteurs est gigantesque. Il faut savoir que pour faire une usine from scratch, on parle entre 10 et 20 milliards de dollars ou d'euros, hein, c'est à peu près la même chose de toute façon. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu des nœuds. Vous avez entendu le commissaire Breton disant qu'il faut qu'on arrive à faire des nœuds de plus en plus petits. Ça, c'est une décision qui a été prise autour des années 2010 où on est resté plutôt sur des nœuds. Aujourd'hui, on est plutôt au-dessus des 18 nanomètres. Si on décide d'aller vers du 2 ou 5 nanomètres, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros d'investissement qu'il faut mettre sur la table. Donc c'est là où, comme vous le disiez, hein, l'aide de l'État dans notre industrie est particulièrement importante. Donc si on revient sur la problématique de la pénurie, donc pour nous, le principal pour servir nos clients, c'est d'augmenter nos capacités de production. Et comme je le disais en introduction, en France, on a augmenté nos capacités de production donc, à Crolles. À Agrate, on a une nouvelle usine qui va arriver en 300 mm. À Tours, avec le GAN. Et donc, on essaye de faire... pas de mettre la charrue avant les bœufs, mais presque, d'aller au plus vite pour avoir ces capacités de production disponibles et pouvoir servir au mieux tous nos clients, les petits comme les gros. Ouais, ce qui n'est pas simple. Jérôme Laplace, vous êtes, comme on le disait, un petit peu à la fin de la chaîne par rapport aux acteurs qui sont sur cette table. Comment vous arrivez, comment vous vous organisez pour faire face à cette pénurie de composants? Système D. Oui. Système D, encore une fois, quand on conçoit un robot comme celui que vous avez vu tout à l'heure, c'est énormément de composants, c'est énormément de matière non électronique, mais cette matière, pour la produire, pour la plier, il faut les machines qui utilisent l'électronique. Donc les problèmes qu'on peut avoir, nous, nos fournisseurs l'ont aussi. Donc c'est-à-dire se prémunir contre tous les problèmes de pénurie, c'est très difficile. Encore une fois, c'est système D. Alors on a de la chance parce que, quelque part, on arrive sur le marché, on a des très petits volumes avec ce produit-là. Donc aujourd'hui, on s'en est tiré, on avait quelques stocks, on a quelques fournisseurs qui nous connaissaient. Il n'y a pas eu trop de rupture dans la fabrication des pièces, il y a eu un peu de retard, mais ça s'est bien passé. Mais je gage que si on avait été beaucoup plus gros, on aurait eu des grosses difficultés, effectivement. On n'aurait pas pu honorer ça aurait pris du temps. Donc quand on fait un produit complexe, on est dépendant de toute une ramification de partenaires derrière. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de réseau. L'économie, c'est un réseau. Voilà, et donc il faut que ce réseau tienne. Et puis avec parfois des demandes que vous ne pouvez pas anticiper, parce qu'effectivement aujourd'hui, avec des temps d'approvisionnement de 12 mois ou 24 mois, dans des phases d'innovation, vous êtes incapable, vous n'êtes pas dans la possibilité d'anticiper. Donc tant que vous restez sur de l'unitaire, on y arrive à peu près. Mais effectivement, au-delà... alors on commence, nous, sur certains projets, à avoir même des problèmes sur de l'unitaire. C'est-à-dire sur de l'unitaire, sur un composant. Sur un ou deux composants, on est obligé, comme vous dites, d'aller chercher, etc. Ouais. Et d'avoir même des designs inversés, c'est-à-dire qu'on va designer en fonction du composant qui est disponible. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont... c'est une vraie grosse problématique, quoi. Ok, alors on arrive à la fin de cette table ronde, parce que c'était prévu on a un petit peu débordé. Donc je vous remercie pour vos interventions. Alors j'ai malheureusement pas trop le temps de prendre de questions. On reste à votre disposition pour échanger sur tous ces sujets-là. C'est le sujet de la pénurie des composants, c'est un petit peu ajouté par rapport à la question de la souveraineté. Alors il est sur une immédiateté un peu plus importante, criticité, mais c'est important d'avoir les deux visions, je pense aujourd'hui, à la fois la souveraineté, vision globale et le moyen et long terme, et puis en court terme, essayer effectivement de trouver des bonnes solutions, sachant qu'il y a aussi des choses, comme l'a dit Thomas Courbe, qui sont aussi en train de se faire au niveau de la filière, pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles, et y compris entre entreprises,
au niveau régional pour partager des stocks, partager des solutions. Donc on essaye aussi de trouver des solutions un peu plus dans l'immédiateté, mais c'est quelque chose qui est relativement complexe. Oui, tout à fait. Merci à vous, mesdames, messieurs, et puis bonne fin de journée et bonne fin de salon. Merci.